Vous êtes à l'écoute de Radio J et on parle bien sûr sur Radio J de l'actualité israélienne à exactement 100 jours des élections du 1er novembre en Israël suite à la dissolution du Parlement, les cinquièmes en moins de 4 ans. La bataille fait rage sur la scène politique israélienne entre des formations rivales à droite surtout qui se disputent sur des sujets brûlants, l'érosion de la démocratie, l'influence des politiciens arabes sur la coalition. Encore donc 3 mois avant le grand bain et pour parler de ces élections et notamment du système des primaires, nous accueillons comme tous les lundis, il est toujours au rendez-vous, Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver donc pour cette troisième saison en matinale. Alors ce matin, Denis, vous souhaitiez faire un point sur le système électoral des Israéliens avec, comme en France, les fameuses primaires. Les travaillistes utilisent les primaires, le Meretz et le Likoud aussi qui en font, alors que d'autres partis, ceux de Lapid, de Benny Gantz, de Lieberman n'en font pas. Alors est-ce qu'on peut rappeler d'abord aux auditeurs le principe des primaires? Est-ce qu'il est différent de celui des Français? Alors, je vais expliquer effectivement le système. D'abord, il n'y a pas obligation, puisqu'il y a des partis qui le pratiquent et d'autres qui ne le font pas. Ce que je voudrais expliquer effectivement, c'est que, comme vous le savez, le système israélien, le mode de scrutin est un mode de scrutin proportionnel. Cela veut dire qu'on va voter pour des listes qu'on est obligé d'accepter en bloc, du numéro 1 au numéro 120, s'il y a 120 sur la liste. Et bien sûr, chaque parti va obtenir une représentation proportionnelle au nombre de voix qu'il aura obtenu. Alors, la question qui se pose effectivement, et qui s'est posée dès 1949, dès le lancement des premières élections démocratiques au sein de l'État d'Israël, créé un an auparavant, c'est comment on va désigner ces députés qu'on inscrit dans cette liste. Comment on va décider qui est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, après aux électeurs de choisir lequel va obtenir le plus de suffrages. Alors, pendant des années, et en fait, jusque ce que j'appellerais la démocratisation de la vie politique israélienne, pendant des années, le système était clair. Chaque parti avait une sorte de comité central, pour rappeler une notion héritée du Parti communiste en France. Il avait une sorte de comité central dont la fonction était justement d'ordonner les députés un par un en fonction alors de critères de popularité, de critères de représentativité. C'était une commission qui, bien sûr, avait l'aval du numéro 1 du parti, que ce soit Menachem Begin à droite lorsqu'il était à la tête du Kherout ou David Ben Gurion lorsqu'il était à la tête du Mapai. Et puis, on a estimé, alors c'était un savant dosage pour dire, on va mettre, alors à l'époque, dans les années 50-60, on mettait une femme tous les 10 ou 15 rangs. On prenait toujours des juifs qui représentaient le secteur religieux, la population originaire du Maghreb et du Mashrek, etc. Voilà un petit peu comment on concoctait ces listes. Et ce système, on l'a trouvé au final trop archaïque, trop peu démocratique. Et c'est ainsi qu'au début des années 80, après l'alternance justement de 1977 qui avait porté Menachem Begin au pouvoir, on a décidé, chaque parti est souverain de décider. Et il faut dire qu'à l'époque, les grands partis, notamment le Likoud et le Parti travailliste, avaient décidé d'instaurer des primaires. C'est-à-dire qu'on demanderait aux membres du parti, à ceux qui sont encartés, de voter pour les députés de leur choix. On leur demandait de donner un certain nombre de les classer par ordre. Et en fonction de cet ordre-là, on obtenait une liste. Alors, c'est vrai et c'est vrai jusqu'à aujourd'hui, les chefs de parti, donc aujourd'hui Benjamin Netanyahou, Merav Michaeli, ont la possibilité, une fois le résultat des primaires obtenu, ont la possibilité d'introduire 2, 3, 4 sièges, d'inviter des personnalités hors du parti à venir le rejoindre, je dirais pour accroître la popularité du parti et surtout, et ça c'est important, pour corriger des inégalités qui seraient sorties des urnes. Je donne un exemple tout à fait concret. Le Likoud se rend compte que jusqu'à 35 députés, il n'y a que 4 femmes seulement. De nos jours, ce n'est plus concevable, ce n'est plus admissible, ça ne donne pas une image, on va dire, moderne, égalitaire de la liste. Il est probable que Netanyahou utilisera le pouvoir qu'il a pour placer au moins une ou deux femmes à des places plus éligibles, pour qu'il y en ait non pas 4, mais 5 ou 6, voire 7. On verra comment il utilisera cette autorité-là.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette méthode-là a aussi ses revers, a aussi ses inconvénients. C'est qu'elle donne bien sûr plus de chances à des députés qui ont des moyens financiers pour financer leur propre campagne au moment des primaires. Elle donne aussi, je dirais, la prime à ceux qu'on voit beaucoup dans la presse, dans les médias, qui sont interviewés, etc., et beaucoup moins à ceux qui sont peut-être plus dans l'action et moins bons dans la parole. Je pense notamment, alors là aussi, je fais allusion à ce qui vient de se passer la semaine dernière, Omer Bar-Lev, ministre de la Police, dont on dit qu'il a fait des réformes extrêmement importantes au sein du ministère de la Police, eh bien, s'est trouvé relégué à une place non éligible. Bah, vraisemblablement parce que c'est un ministère difficile, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le verbe facile, qui s'exprime avec un peu de difficulté, et voilà qu'il n'est pas assez apparu présentable, éligible, et voilà qu'en dépit de son action, il s'est retrouvé, encore une fois, à un rang non éligible. Ce dont je voudrais également parler, peut-être pour terminer, c'est le fait qu'il y a des partis qui, eux, ne veulent pas entendre parler de primaire et qui décident de manière dont on ne peut pas dire autrement qu'elle est autocratique, qui décident exactement à quoi doit ressembler la liste de leur choix. C'est le cas de Yair Lapid. Yair Lapid, qui a quand même un parti qui, après 9 ans d'existence, Yair Lapid, jusqu'à aujourd'hui, est le maître après Dieu de ce parti politique. Ça ne lui enlève aucun autre mérite, mais en tout cas, celui-là, il ne l'a pas. Mais Denis, on pourrait dire la même chose de Benyamin Netanyahou. C'est toujours lui qui gagne haut la main les primaires du Likoud, finalement. Alors là, effectivement, pour qu'il y ait des primaires pour le numéro 1, il faut qu'il y ait un duel, il faut que quelqu'un se présente. Le plus souvent, c'est vrai que face à Netanyahou, on n'ose pas se présenter. Le seul qui l'a fait, c'était Gideon Sa'ar, et vous avez vu son sort, il a décidé de quitter le Likoud quelques mois après. Yair Lapid, lui, effectivement, n'a pas de concurrent, mais ce dont je parle, c'est la composition de la liste, le numéro 2, le numéro 3. Il pourrait décider, j'ai fondé le parti, donc je reste en liste, mais au moins les autres, mes colistiers, ceux qui sont après moi sur la liste, eux devraient être élus par les membres du parti. Eh bien, Yair Lapid s'y refuse, mais ce n'est pas seulement le cas de Yair Lapid, c'est le cas également de Avigdor Lieberman, c'est le cas également des partis religieux, le Shas, le Yahadut HaTorah. Il n'y a pas d'élection primaire pour désigner les candidats. Et donc, c'est vrai que vous avez ici, ça permet effectivement de se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas de méthode idéale, puisque dans un cas comme dans l'autre, on a des inconvénients. Bien entendu, je ne serais pas surpris d'apprendre que ni le Shas ni le Yahadut HaTorah ne placent des femmes dans la liste de leurs députés, à la différence d'ailleurs des partis sionistes religieux qui, eux, tiennent effectivement à placer des femmes en position éligible. Là, c'est complètement exclu. Donc, c'est vrai que chaque méthode est problématique. Et vous remarquerez, et c'est important de le dire, on explique que Gadi Eisenkot, le chef d'état-major dont j'ai évoqué l'entrée dans le parti de Benny Gantz la semaine dernière, on prête en tout cas, il hésitait entre le parti de Lapid et le parti de Benny Gantz, et on explique qu'il a refusé de rentrer dans le parti de Lapid parce qu'il estimait que ce parti était à l'image de Yair Lapid et qu'il n'y avait pas de place pour la démocratisation. Or, il a demandé dans l'accord qui lui a permis de rejoindre la liste de Benny Gantz et de Gideon Sa'ar, que lors des prochaines élections, et vous savez qu'en Israël, elles peuvent avoir lieu dans très peu de temps, eh bien, on procède à des primaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réforme, je dirais, globale du pays si on ne commence pas par démocratiser les partis politiques, quitte à apporter des correctifs, puisqu'on voit que le défaut des primaires, encore une fois, est de donner je dirais, l'avantage à ceux qui ont des moyens, à ceux qui peuvent financer une campagne électorale. Donc voilà, il faut effectivement trouver un correctif, mais globalement, la démocratisation reste quand même une bonne chose. Alors, il faut peut-être affiner les règles. On peut, 3 mois avant des élections primaires, eh bien, être membre du parti et voter pour la construction de la liste, ce qui inspire l'idée que parfois deviennent des membres du parti des gens qui ont été mobilisés pour la cause, mais sans se sentir obligés de voter pour le parti ensuite. Donc c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de méthode. Tout le monde souffre aujourd'hui, tous les partis politiques dans les démocraties occidentales ont une certaine difficulté à trouver la bonne méthode.
Il faut y réfléchir, c'est un défi, mais ça me paraît important pour la santé de la politique israélienne et de la politique démocratique en général, surtout dans un pays où il y a des élections à répétition, comme vous le disiez tout à l'heure, pratiquement 5 en 4 ans. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Denis Charvit. C'était très clair. En tout cas, on va continuer, bien sûr, à parler de l'actualité israélienne, l'actualité politique et ces élections qui arrivent à grands pas. On en parlera à vos côtés, bien entendu, comme tous les lundis matins à 8h30. À très bientôt, Denis.